de gens qui s'estiment progressistes, et on ne voit pas très bien où est le progrès, et qui veulent nous interdire de retourner à ce que nos peuples et nos nations ont toujours été. Ils s'appellent progressistes alors que ce sont des décadents, excusez-moi, parce qu'ils aiment la société quand elle tombe, ils aiment les comportements asociaux, ils aiment la destruction de leur propre pays. C'est horrible, ce sont des gens qui, au nom de la démocratie, du social, de l'ouverture, de l'inclusivité, pour parler comme eux, se comportent comme des flics. Moi, ce sont des gens qui se sont prétendus libéraux, qui ont détruit ma liberté. Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, nous livre son analyse sur le progressisme et le libéralisme qui, au nom de la démocratie, détruisent nos libertés. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de m'avoir invité. Et est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter? Alors, je suis dirigeant d'association à la base. Je dirige une association qui s'appelle le Cercle Aristote, donc dont sont sortis un site internet, une chaîne YouTube, qui relaye les interventions de mes invités et de moi-même. Je participe au débat public de cette façon, et également en tant qu'éditeur. Donc, j'ai récemment édité 2 ouvrages qui sont assez proches des centres d'intérêt de votre chaîne. Un ouvrage qui s'appelle Soros l'impérial de Thibaut Carlerzin, et un ouvrage qui est une traduction du penseur américain Paul Gottfried, qui s'appelle L'Amérique de Trump entre nations et empires. Donc voilà, j'édite et je fais traduire des ouvrages également. Et c'est ces ouvrages qui, entre autres, m'ont amené à avoir le bonheur de pouvoir répondre à vos questions. Et aujourd'hui, notre sujet est déjà d'abord le sujet de Biden, la démocratie et la justice aux États-Unis. Et ensuite, on parlera le socialisme dans le monde. Et depuis un mois, un peu plus d'1 mois, Biden est rentré au pouvoir. Et quel est le bilan? Alors, bon, c'est très tôt pour dresser un bilan. Ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est les actes que Joe Biden a pris ou a fait prendre par son administration qui sont des actes de vexation d'une partie du peuple américain. Premièrement, une guerre faite à ce que j'appellerais à l'Amérique profonde, donc à l'Amérique de l'Amérique républicaine, à l'Amérique qui a voté Trump. C'est la promotion en toute matière de la cancel culture, du LGBTisme, disons, de toutes ces catégories qui viennent du gauchisme américain et qu'une partie du peuple américain craint à raison pour son mode de vie. Et enfin, et ça n'est vraiment pas ce n'est vraiment pas au crédit de la démocratie américaine, c'est les extraordinaires tentatives de punition dont Donald Trump a fait l'objet à titre personnel, qui se sont soldées en plus par un échec lamentable des démocrates. Et si vous voulez, prenez pour nous, Français, l'impeachment est une destitution, nous sommes d'accord. Bon. Alors, destituer un homme pendant qu'il est au pouvoir, d'accord. Destituer un homme alors qu'il n'y est plus, il y a un aspect d'acharnement, de gratuité et de violence qui nous a, nous, énormément choqués, en tout cas toute une part de l'opinion française. Après, comme d'ailleurs les autres procédures contre Donald Trump, celle-là a fait pchit, donc elle a lamentablement échoué, ce qui impliquerait quand même une impréparation redoutable des équipes démocrates. Et si vous voulez, ça c'est un fait politique qu'on observe souvent,
vous avez des gens qui compensent leur incompétence par de l'idéologie et qui sont d'autant plus féroces dans les idées qu'ils sont médiocres dans les faits. Et j'ai très peur que l'administration Biden s'oriente vers à la fois un extrémisme sociétal sur une part du peuple américain et une nullité économique, technique, militaire et géopolitique qui risque d'avoir de très profondes conséquences sur la sécurité internationale. Internaute a fait un petit résumé de son propre résumé sur la politique de Biden. Il a dit en gros en 3 phrases. On peut aller voter à 16 ans et on peut décider de faire un avortement à 15 ans et changer de sexe à 7 ans. Bah, c'est pas faux. Non mais c'est... Vous comprenez que cette obsession que cette part du Parti démocrate a pour l'intime, voyez, j'estime que un gouvernement qui met ça en œuvre avoue son échec dans le réel. Parce que là, nous ne parlons pas de politique, nous parlons de contrôle interpersonnel, c'est différent. Nous parlons de la manière dont on va avoir une emprise sur les hommes et les femmes. Mais ça ne fait pas une société. Ça ne fait pas de grands projets, ça ne fait pas le développement, ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas de richesse, ça ne crée pas d'innovation. La seule chose, c'est que vous allez contrôler les pensées des individus, les soumettre à des groupes organisés, particulièrement tout ce qui est LGBT, minorités ethniques et autres, qui sont en plus des gens dont la plupart ne leur ont rien demandé. La plupart des Afro-Américains, des Latino-Américains, des Asiatiques américains ou des homosexuels américains n'ont rien demandé à M. Biden pour réglementer leur vie. Alors, quelle est cette obsession bizarre et malsaine? Je trouve ça extrêmement dangereux. Prenez l'exemple, le dernier exemple que vous avez cité. Changer d'identité à 7 ans, c'est-à-dire quand son identité à soi n'est même pas fixe, et que des adultes permettent ça, fait peser sur l'ensemble de la civilisation occidentale des menaces hors normes. Est-ce qu'on se rend compte que ce qui a fait la force, pas uniquement de la nôtre, mais de toutes les civilisations, ça a été le fait d'avoir des familles qui ont fait de la transmission culturelle. Ça, c'est partout, c'est pour tout le monde. Les Slaves, en Asie, en Occident. Et nous avons une force qui est que nous avons eu des systèmes familiaux, Emmanuel Todd en parle très bien, qui nous ont aidés à nous développer. L'idée de vouloir détruire ça pour le remplacer par une collection d'individus malheureux, névrosés, qui sont des gens à qui on ne propose comme identité individuelle que uniquement leur particularité et non leur création. Regardez, si je peux me permettre, vous Ying, vous êtes journaliste. C'est ce que vous faites dans la vie. Bon, ça vous définit. C'est votre œuvre de vie. Imaginez qu'on essaye de vous enfermer uniquement dans le fait de dire vous êtes une femme. Point. Vous ne le supporteriez pas, parce que vous n'êtes pas qu'une femme. Vous êtes une femme, mais vous n'êtes pas que ça. Et je pense qu'à force de vouloir libérer les gens de on ne sait jamais trop quoi d'ailleurs, cette part de la gauche américaine est en train d'assigner à résidence identitaire énormément de gens. C'est-à-dire que ça s'est très bien vu dans la phrase horrible de M. Biden,
Si un noir vote Trump, il n'est plus noir. Vous vous rappelez de cette phrase-là? Ce rôle d'ailleurs, ça a choqué personne. Moi, je trouve ça extrêmement choquant. C'est d'un, si vous voulez, c'est d'un racisme absolument bas de plafond en plus. Mais voyez, c'est vous ne serez rien d'autre qu'un homme noir. Point. Fini. Votre identité se résumera à ça. Et en plus, vous devrez dire merci au Parti démocrate de vous assigner à ça. C'est pas comme ça qu'on fait une nation. C'est pas comme ça qu'on crée une société, si vous voulez, où il fait bon vivre. Et la grande crainte que j'ai, c'est à force de détruire les identités individuelles à coup de particularisme comme ça, qu'on arrive à une société de la haine où tout le monde déteste tout le monde, comme les démocrates détestent déjà les républicains. Ça, c'est de la vraie haine. Et où les gens se détestent même parce que, si vous voulez, on les assigne à des tas d'identités alors que l'être humain est beaucoup plus subtil que ça. Voyez ? Moi qui vous parle, je suis un homme blanc. Mais je ne suis pas que ça. Voyez ce que je veux dire ? Et je ne supporterai pas qu'on me dise tu es un homme blanc et point. Donc tu dois penser de telle manière, faire telle chose. Et j'ai de grandes craintes qu'on fabrique des individus qui ne se supportent plus entre eux, qui ne s'aiment plus eux-mêmes, et à la fin, la force qui accouchera historiquement de tout ça, ce sera la violence. J'espère que les stratèges du Parti démocrate ne le font pas sciemment. Pour beaucoup d'entre eux, je pense que c'est plus de la bêtise qu'autre chose. Mais c'est par ce genre de bêtise que peut commencer une nouvelle guerre de sécession américaine. Je le crains. Pas maintenant, ça va mettre des années, mais si on continue à mettre au banc de la société plus de la moitié des Américains, parce que c'est la moitié des Américains qui a voté Trump, eh bien, nous verrons déjà les fruits pourris de cette politique aux élections de mi-mandat dans 2 ans. Nous les verrons déjà. Et ce lundi, la Cour suprême a rejeté plusieurs procès électoraux. La raison donnée est l'élection est terminée. Il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens de juger, vérifier si l'élection est légale ou pas. Est-ce que c'est absurde? Si vous voulez, la Constitution américaine reposait, parce qu'elle a été copiée du système anglais de l'époque, sur ce qu'on appelait les check and balances, c'est-à-dire les poids, les forces et les équilibres. Voyez ? Donc, la Constitution américaine repose sur une certitude, c'est que le pouvoir arrête le pouvoir. Et donc, chaque institution doit pouvoir stopper les errements, les erreurs ou les abus de pouvoir de l'autre. Vous avez 3 institutions clés, le Congrès, le président des États-Unis, la Cour suprême. Dans le cas électoral, la Constitution donne à 2 institutions le fait de garantir le vote du peuple. La Cour suprême, à la fin d'un circuit commençant dans les cours fédérales, Cour, appel, Cour suprême. Et le Sénat, par l'intermédiaire de son président, qui est le vice-président des États-Unis. En l'occurrence, c'était M. Mike Pence. Or, qu'est-ce qui a été dit au peuple américain? Moi, à titre personnel, je n'ai pas à statuer s'il y a eu fraude ou pas. Je ne suis même pas américain. Je remarque juste qu'il y avait 2 institutions qui devaient rassurer le peuple américain sur le fait qu'on ne lui ait pas volé son élection. Mike Pence, donc le vice-président des États-Unis, qui a décidé de ne pas statuer, et la Cour suprême qui décide de ne pas statuer. Ce qui veut dire que le peuple pose des questions auxquelles il n'obtiendra jamais de réponse. Bon, très bien. Je crains que ce soit le début d'une défiance généralisée des Américains pour leurs institutions.
si personne n'arrive à prouver au peuple américain qu'on ne lui a rien volé, pourquoi ce peuple devrait faire confiance aux mêmes institutions qui vont dans 2 ans organiser les élections de mi-mandat et dans 4 ans la prochaine présidentielle? Surtout quand vous avez des journaux, je crois que c'est Newsweek, qui a commis un article, c'est Newsweek ou c'est Financial Times? Je crois que c'est Newsweek, c'est à vérifier, qui a commis la semaine dernière ou il y a une semaine et demie un article très bizarre où il dit nous sommes arrivés entre Wall Street et l'extrême et la gauche démocrate à nous unir contre Trump. Moi, à titre personnel, je n'aime pas la vision policière de l'histoire, ce qu'on appelle les complots, etc. Mais quand des gens vous disent nous avons fait en sorte de vaincre un homme qui était légitime, qui était le candidat de la moitié de l'Amérique, eh bien, vous vous posez des questions quand même. Et j'ai de grandes craintes que les institutions américaines aient commis des lâchetés qui coûtent très cher à la Constitution. Je sais à quel point les Américains y sont attachés. Et s'il y a un conflit entre Américains dans l'avenir, je pense que certains juges de la Cour suprême et que le vice-président Mike Pence pourront en porter une part de responsabilité. Il y a 3 sur 9 juges ont contesté. Par contre, il y a certains juges conservateurs n'ont pas le courage de le faire. Est-ce qu'ils ont peur de la culture de suppression? Alors, ils ont peur, si vous voulez, je pense que ce qu'est en train de faire la branche la plus radicale du Parti démocrate est un enrégimentement de la population. Je m'explique. Dans la plupart des régimes autoritaires, ce n'est pas la police politique qui vous fait peur. C'est d'être exclu du groupe des citoyens par vos voisins, vos amis, vos parents. Et aujourd'hui, je n'ai aucun problème à le dire, la cancel culture, la culture de suppression, la culture d'effacement, est un mode totalitaire de gestion des populations. C'est-à-dire que vous allez, par la violence symbolique, morale ou physique, forcer des gens à effacer leurs références culturelles et à ne plus user de leur liberté d'expression. Pardonnez-moi de dire ça, mais les fascistes, au tout début des mouvements fascistes, avant de passer à la violence de masse, les fascistes faisaient comme ça. Ni plus ni moins. Après, ils ont pris le pouvoir, donc ils sont passés à la violence de masse. Mais ce que font des groupes comme Black Lives Matter, ce que font les groupes de la cancel culture est déjà ce qu'on appelle de la terreur sur les populations. Et que le Parti démocrate fasse bien attention, parce que ces gens-là sont sur le dos du Parti démocrate comme une puce et sur le dos d'un chien. Mais quand la puce aura grossi et qu'elle n'en aura plus besoin, d'abord ils vont essayer d'humilier l'Amérique profonde, mais quand ces mouvements radicaux n'auront plus besoin du Parti démocrate, c'est le Parti démocrate lui-même qui en sera les victimes. Ça, nous le verrons. Or, le problème, c'est que face à cette pression totalitaire, la seule alternative individuelle, c'est le courage. C'est le discours de Solzhenitsyn. Et aujourd'hui, je vois toute une part de gens, aux États-Unis, en France, en Occident d'un point de vue général, qui n'osent pas, par peur d'être assimilés à du racisme, on ne sait pas pourquoi, et du racisme au nazisme, on ne sait pas pourquoi. Je rappelle que la culture de suppression veut déboulonner des statues et brûler des livres. C'est comme ça que les nazis ont commencé.
en brûlant des livres et en flinguant des statues. C'est comme ça qu'ils ont commencé. À titre personnel, si l'Occident a une réalité, ça a été pour différentes civilisations au sein du monde occidental, dont la civilisation américaine et dont la civilisation française, de poursuivre une quête effrénée de liberté. Mon pays a une quête de liberté de plus de 1000 ans derrière lui. Et si l'Occident renonce à la liberté, eh bien nous serons vaincus, et c'est nous qui serons effacés de l'histoire à plus ou moins moyen terme. Je pense que tant que les volontés totalitaires de certains groupes, dont une partie, il faut le voir avec une partie de Black Lives Matter, sont des groupes criminels. Ils ont détruit des biens privés, ils se sont attaqués à des gens dans la rue, ils ont donc commis des actes criminels, je n'invente rien. Tant que ces actes, tant que ces groupes et leurs actes restent, disons, tant qu'il est encore possible de les circonscrire, tant qu'il est encore possible de les combattre, je pense qu'il faut libérer la parole et se libérer d'eux maintenant. Ça fera du bien à tout le monde, parce que sinon, nous allons devoir aller vers l'affrontement interne et interpersonnel, et il n'y a rien de pire pour un peuple que la guerre civile. Donc, je pense qu'il faut pacifier la situation, et pour pacifier la situation, rien ne vaut mieux que l'épreuve de vérité. Mais ça demande un courage individuel qui manque à beaucoup de conservateurs. C'est bien dommage parce que il ne faut pas oublier que les lâches sont l'armée légère des méchants. Et qu'à un moment, c'est la lâcheté, la démission collective qui aide la dictature à se mettre en place. Plus encore que la violence, c'est notre lâcheté qui enfantera les problèmes de l'avenir. Et est-ce que vous pensez justement tout ce qui s'est passé aux États-Unis, ça peut créer une conséquence grave dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis? Ah ben, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Nous avons des mouvements de cancel culture qui attaquent partout. J'ai vu qu'au nom de l'antifascisme, on veut débaptiser à Londres une école Winston Churchill. Enfin, là, si vous voulez, qui a été dans, si vous voulez, qui a été plus antifasciste en Europe de l'Ouest que Winston Churchill? Qui a plus combattu les nazis? À un moment, faut se remettre dans les époques. Je vois qu'en France, on attaque des symboles nationaux qui n'ont aucun rapport avec l'histoire du XXe siècle. Je vois que nous laissons ce genre de groupe d'extrême gauche dicter leurs lois dans des parts de certains de nos territoires, en France par exemple, dans une part de nos universités. Je vois que des pays comme le Canada, sous la dominante de M. Trudeau, sont en train de devenir des asiles à ciel ouvert pour copier ces mouvements décoloniaux. Et j'ai très peur que l'Amérique s'effondre et qu'avec elle, l'Occident s'effondre. Parce que là, vous savez, quand un géant s'effondre, la Terre se met à trembler. Et malheureusement, si l'Occident s'effondre, nous pourrions entraîner toute une partie du monde avec nous. À un moment, il faut avoir un minimum de sens de la responsabilité. Et en même temps, la Cour suprême a autorisé un autre procès contre Trump. Il a demandé Trump de donner toutes les déclarations fiscales pour des enquêtes. Est-ce que vous avez l'impression que on a deux systèmes judiciaires aux États-Unis? Un contre Trump, l'autre pour le Parti démocrate. Alors,
à vrai dire, là, je connais peu l'effet d'espèce, donc je donnerai pas mon avis en termes de procédure sur le. La seule chose, c'est que la concomitance des deux ne peut que faire naître une suspicion politique. Si vous voulez, vous refusez tous les recours dans un cas, vous acceptez tous les recours ad hominem. Moi, je ne sais pas si les juges américains se rendent compte qu'ils sont en train de scier la branche de leur propre légitimité. C'est-à-dire que moi, je serais américain aujourd'hui, je n'aurais pas de confiance dans mon appareil judiciaire. Or, le peuple américain était un peuple très légaliste, très attaché à sa Cour suprême, comme à l'ensemble de ses institutions, des institutions jeffersoniennes, et d'avoir réussi à faire naître dans le peuple américain une méfiance vis-à-vis de cela, restera un des plus grands échecs du Parti démocrate. Vraiment. C'est le... on ne se rend pas compte qu'à un moment, si on détourne trop les institutions de leur sens pour en faire des instruments de poursuite personnelle du pouvoir, on finit par faire que la violence politique devient la seule échappatoire. Vous savez, on n'a pas créé des institutions comme la Cour suprême uniquement pour faire joli. On a créé des institutions parce qu'avant, dans les régimes archaïques, quand on se disputait le pouvoir, on s'entretuait. Et puis, pour éviter ça, on a créé des procédures. Si à un moment, on finit par vicier ces procédures, eh bien, la conquête du pouvoir se refera violemment. Enfin, ça m'apparaît logique. Et je crains que de faire de Donald Trump un martyr soit en plus un échec politique pour le Parti démocrate, parce que s'il y a bien une chose que Donald Trump a prouvé, c'est qu'il était incapable de se mettre à genoux sous les coups. C'est pas le genre d'homme. De le persécuter va faire que ses partisans vont devenir de plus en plus durs, ce qui est normal, ils sont attaqués en position de défense, et donc il n'y aura pas de réconciliation de la nation américaine. Et ça, pour le coup, ce n'est pas le fait de Trump, c'est le fait du camp démocrate, très clairement. Et la démocratie et la justice et les deux fondements des États-Unis. Oui. Maintenant, si les peuples ne croient plus aux élections, ne croient plus à la justice, c'est l'avenir des États-Unis. Alors, si vous voulez, il faut toujours faire attention quand on fait de la prospective, parce que l'avenir a toujours plus d'imagination que nous. Mais il y a quand même 3 scénarios qui se dessinent. Le premier a été particulièrement bien illustré par un ouvrage que j'ai eu l'honneur d'éditer, qui s'appelle « Vers les États des Unis » de David Tusher. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir dans l'avenir une sécession de la fédération de certaines grandes régions, républicaines ou démocrates, qui sortent des États-Unis. Ce serait, je le dis, une catastrophe. À titre personnel, si le gouvernement américain a parfois été l'adversaire de mon pays, le peuple américain est historiquement mon allié et mon ami. Je ne leur souhaite pas ça. Surtout qu'ils ont encore des souvenirs traumatiques de leur dernière sécession. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce serait un grand rééquilibrage économique. Je m'explique. Les régions qui ont voté Trump pèsent 30% du PIB, les régions qui ont voté Biden, 70%. Le problème, c'est que dans les 30%, vous avez tout le modèle agricole américain. C'est-à-dire, vous avez le plus important, c'est-à-dire le fait de nourrir plus de 300 millions d'Américains.
Donc vous voyez, ce n'est pas rien, cette Amérique du centre. C'est elle qui nourrit tout le reste. Deuxièmement, c'est cette Amérique qui donne à l'Amérique son armée. Et oui, les grandes villes démocrates comme New York donnent peu de soldats. Les hipsters font de mauvais militaires. Bon. Donc, si vous voulez, cette Amérique a un lourd poids dans la balance. D'autant plus qu'une partie des villes démocrates, par mauvaise gestion, sont ruinées. Et qu'à un moment vont demander l'argent de l'État fédéral. Peut-être qu'une paix se fera à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un des scénarios. Le dernier scénario, qui serait à mon avis le pire encore que la sécession territoriale, ce serait que l'Amérique tourne à une société de haine pure et de ségrégation, ce qui se voit déjà. Hein. Vous avez vu le nombre d'entrepreneurs qui ont quitté la Silicon Valley pour aller au Texas? Et qu'à la fin, il y ait 2 peuples aux États-Unis qui ne s'adressent plus la parole, et à la première escarmouche, à la première incompréhension, au premier problème, ça tourne à la violence tout de suite. Est-ce que l'Amérique a besoin d'un grand homme ou d'une grande femme pour se réconcilier? Peut-être, mais là je crains qu'il y ait quand même un grand obstacle. Vous savez, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les peuples qui veulent les révolutions. Souvent, ce sont les élites qui refusent de changer et qui provoquent, par leur raidissement, l'effondrement puis la révolution. Je crains que c'est ce que soit en train de faire le camp démocrate, c'est-à-dire qu'ils refusent de voir l'Amérique telle qu'elle est, d'accepter le peuple américain et ses souhaits tels qu'ils sont, et donc ça tournera mal. Particulièrement si Joe Biden est remplacé dans les 4 ans qui viennent par toute une partie de la gauche du camp démocrate qui semble être du côté de la vice-présidente. J'ai de grandes craintes que ça se fasse ça. Et attention, pour être tout à fait clair avec vos auditeurs, parce que beaucoup de gens, et particulièrement les relais du Parti démocrate en France, disent c'est l'Amérique blanche contre les autres. C'est faux. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toute une partie des Asiatiques américains qui ont voté Trump. Il y a toute une partie des Latinos, près de la moitié, qui ont voté Trump. Il y a une grande partie des Noirs qui ont voté Trump. Si vous voulez. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils veulent être des Américains comme les autres, et ils veulent que leur pays soit respecté, ce qui était le programme de Donald Trump. De vouloir en faire une guerre ethnique est, je pense, l'un des aspects qui déjuge le plus le camp démocrate actuellement. De présenter ça comme un affrontement interracial est une manière de leurrer les Américains qui sera lourde de conséquences. Car en réalité, vous avez juste des gens qui pensent que l'Amérique doit conserver plusieurs modes de vie, y compris le mode de vie conservateur, qui pensent que les affaires de l'Amérique sont avant tout en Amérique, que faire des guerres aux 4 coins du monde n'est peut-être pas ce que l'Amérique a fait de mieux. Vous voyez, ça, ce n'est pas du fascisme, ça. Ce sont des avis raisonnables. Et à force de les ignorer, j'ai peur que le camp démocrate fasse vivre 20 ans terribles à l'Amérique. Et certains Américains pensent que le système judiciaire, législatif, administratif sont perdus aux États-Unis. Et la seule chose qui leur reste, c'est la Bible. Alors,
si vous voulez, là par contre, c'est un point pour nous Français qui est compliqué à en comprendre. Vous voyez? Parce que 96% des Américains sont croyants. En France, on est au-dessous de 50%. Vous voyez, ce n'est pas la même sociologie. Je peux tout à fait comprendre que l'Amérique, parce que l'Amérique est une nation biblique, la destinée manifeste, les pères fondateurs, tout ça a été baigné de religion. Qu'une part de l'Amérique veuille retourner vers la Bible, je peux tout à fait le comprendre parce que la Bible est l'une des sources de la pensée américaine. À titre personnel, en tant que Français, je suis plus distant vis-à-vis du repli religieux, tout simplement parce que ce n'est pas mon histoire. Mais je le comprends. Et je suis surtout désolé et inquiet, terriblement inquiet, que le camp démocrate ne se rende pas compte que l'Amérique est en train de se scinder, que l'Amérique est en train de se séparer, mais tout comme d'ailleurs la France est en train de se séparer, c'est Goudart, c'est Christophe Guilly en France qui théorise cette séparation, c'est David Goudart en Grande-Bretagne. Je pense que l'un des seuls hommes occidentaux qui essayent de faire quelque chose pour réconcilier son peuple, c'est Boris Johnson. Je ne dis pas qu'il va y arriver, je dis que lui au moins il essaye. Malheureusement, nous avons une clique de gens qui s'estiment progressistes et on ne voit pas très bien où est le progrès et qui veulent nous interdire de retourner à ce que nos peuples et nos nations ont toujours été. C'est M. Trudeau au Canada, c'est M. Biden aux États-Unis, c'est Angela Merkel qui impose son délire à toute l'Europe, et c'est Emmanuel Macron en France. Là encore, je ne peux pas, loin de moi l'idée de m'immiscer dans les affaires américaines et de critiquer les Américains qui retournent à leurs racines culturelles. J'aimerais qu'une partie des dirigeants américains se rendent compte qu'il y a encore un projet de société américain, que la nation américaine, ça existe encore, et que de vouloir laisser tomber la grande épopée qu'est l'épopée américaine, le monde entier aura à le regretter. J'espère qu'à un moment, le patriotisme le plus élémentaire finira par toucher ces gens. Le plus tôt sera le mieux. Mais je crains que ça n'arrive pas, et si ça n'arrive pas, alors il est tout à fait normal que les peuples retournent à leurs ressources, qu'ils retournent à leur histoire, à leur religion. Parce qu'il faut bien s'accrocher à quelque chose dans la vie. Et c'est... voilà, la seule chose, c'est que je vois que c'est un extraordinaire gâchis qui est en train d'être fait aux États-Unis depuis le début de la crise du Covid, quoi. C'est un gâchis. Donald Trump était le dernier homme politique à voir l'Amérique comme une totalité. M. Biden voit l'Amérique comme une collection de minorités, ce qui était déjà l'avis de M. Obama. C'est le début des États désunis, si vous voulez. Voilà. C'est déjà la fin de l'Union, elle est déjà dans les têtes. J'ai peur qu'elle se concrétise politiquement. À part des noms tout à l'heure que vous avez cités, on entend aussi souvent le nom George Soros, un homme puissant derrière l'élection américaine. Alors, si vous voulez, en France, nous avons publié une étude complète grâce à Thibaut Carlerzin, que j'ai eu l'honneur d'éditer, qui s'appelle Soros l'impérial. C'est le livre le plus complet en langue française sur Soros, et l'un des seuls livres au monde, vu que personne n'ose
Drôle d'ailleurs, la crainte que cet homme fait naître chez les gens. Charles Gave, que vous avez interrogé, qui est un homme de bien, avait eu une phrase très vraie sur George Soros. George Soros est un homme qui a gagné trop d'argent pour son bien et pour le nôtre. Il l'avait magnifiquement analysé. George Soros est un homme qui pense que parce qu'il a fait sa fortune par des coups de bourse, c'est un boursicoteur, hein. C'est un margoulin de génie, mais un margoulin quand même. Il pense que parce qu'il a gagné beaucoup d'argent, qu'il a raison, que ses avis politiques sont les bons, et donc il a le devoir de nous en faire profiter. Le problème, c'est que s'il voulait réellement nous en faire profiter, eh bien, il pourrait le faire comme tout le monde, en parlant à visage découvert, en se présentant à des élections, en avouant ses buts. Monsieur Soros est un partisan de l'action que je qualifierais de semi-clandestine. Il donne de l'argent, il crée des groupes qui sont des groupes écrans. Je pense à Black Lives Matter. Je pense à certaines associations en France. Je pense à des coups d'État qu'il a sponsorisés dans différents pays d'Europe de l'Est, à travers la méta-ONG. Alors, vous voyez, il y a des petites ONG, et puis vous avez ce gros package qui s'appelle l'Open Society, qui est une espèce de banque d'ONG. C'est-à-dire qu'elle subventionne d'autres ONG qui agissent en son nom. C'est pas ça la démocratie, c'est pas ça la transparence. Quand vous agissez comme ça, vous accréditez les visions les plus complotistes. Or, M. Soros aime régner par la coulisse. Il aime bien régner de loin. Or, la démocratie, c'est là où le gouvernant est prêt, parce qu'il est responsable, et que vous pouvez avoir toujours la main dessus. C'est ça la démocratie. Et je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte, parce qu'ils pensent que parce qu'ils auraient de bons sentiments, ils ne sont pas des fascistes. Alors c'est vrai qu'historiquement, ils n'ont pas de rapport avec le fascisme historique, mais ils en ont les méthodes et ils en ont l'intolérance crasse, malheureusement. Et quand je vois les pays, je pense à la Géorgie, je pense à l'Ukraine, où M. Soros est intervenu. L'Ukraine, je vous le rappelle, a perdu un tiers de son PIB, plusieurs milliers de ses habitants ont été tués par les troupes soutenues, entre autres, par M. Soros. Quand je vois l'échec et le gâchis humain que ces gens ont laissé derrière eux, parce qu'il y a une chose que George Soros a semé dans certains pays où il est passé, il a semé la mort et la destruction. Il faut bien s'en rendre compte. Et que, épaulé par les eurocrates bruxellois et par une partie du camp démocrate, il a voulu utiliser les méthodes qu'il a utilisées à l'étranger sur le sol américain. C'est extrêmement grave pour un homme qui, je le rappelle, a la nationalité américaine, si mes souvenirs sont bons. C'est un acte de trahison. Et vous savez, moi ma famille a résisté au fascisme. Et s'il y a une chose que l'histoire du fascisme m'a appris, c'est que la plus grande muraille de protection des démocraties, c'est le cœur des hommes qui la défendent. Et je suis extrêmement peiné que personne ne défende la démocratie contre ces gens-là. Parce que, quelle que soit la pureté de leurs sentiments, les bonnes intentions ne font pas de bonne politique. Ils agissent de la même manière que des régimes autoritaires. Ils sont tout aussi dangereux pour la liberté et
plus meurtrier que bien des régimes autoritaires. On pouvait ne pas apprécier le régime ukrainien, mais il avait moins de sang sur les mains que ceux qui sont là. Or, je suis, à titre personnel, je suis extrêmement surpris que les États-Unis, qui ont un arsenal juridique contre la subversion par les ONG, ce sont les lois FARA aux États-Unis, ne les aient pas utilisées contre l'Open Society. Et à titre personnel, j'aimerais beaucoup que tous ceux qui reçoivent de l'argent de cette entité dans mon pays soient expulsés comme agents étrangers. Ce qu'ils sont, par action, par vocation ou par omission. Est-ce que le but ou agenda de Soros est transformer le monde en communisme ou socialisme? Alors là, si vous voulez, là aussi, par ma formation, moi je suis historien à la base. Donc si vous voulez, pour moi le gauchisme, parce que si vous voulez, pour moi le gauchisme n'est pas rattachable stricto sensu aux anciens socialismes. Par contre, il y a une part dégénérée du gauchisme qui sert à ce qui est en réalité une plutocratie. Si vous avez interrogé Charles Gave, il a dû vous parler du capitalisme de connivence, peut-être, oui. Eh bien, si vous voulez, n'oubliez jamais que ces gens-là, parce que ce sont avant tout des plutocrates, c'est-à-dire ce sont des gens qui pensent que le monde est à eux parce qu'ils ont les moyens de se l'accorder. Et donc, ils ont besoin de relais politiques. En Europe de l'Ouest et aux États-Unis, c'est le gauchisme. Black Lives Matter, tout ce que vous voulez. Mais regardez ce qu'ils font en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, ils achètent des groupes d'extrême droite. Ils achètent le bataillon Azov en Ukraine, néo-nazi. Ils achètent le Jobbik hongrois, qui faisait, il n'y a pas encore si longtemps, de la ratonnade sur les Roms et les immigrés. Vous voyez, selon la part du monde où vous êtes, ils vont utiliser les groupes qui vont mettre le plus de désordre. En réalité, c'est mon analyse, je peux me tromper. Je pense qu'ils ne veulent pas un régime particulier, qu'il soit communiste ou autre. Ils veulent le chaos. Vous savez pourquoi? Parce que quand les institutions ne fonctionnent plus, quand il n'y a plus ni loi, ni marché, ni contrat, ni rien, qu'est-ce qui prime? La volonté d'effort. Et donc, pour eux, quand le chaos est dans la rue, le pouvoir, c'est eux. Revoyez Black Lives Matter, c'est très intéressant. Black Lives Matter, ça a mis des villes démocrates entières à genoux, dont la ville de New York. Bien pendant ce temps-là, c'est là que des gens comme George Soros peuvent se dire « j'ai atteint mon objectif ». Le chaos a mis l'ordre légal par terre et maintenant je peux dicter mes conditions selon mon idéologie. Postmoderniste, dans le cas de George Soros, c'est avant tout un postmoderniste. C'est un élève dévoyé de Karl Popper. Or, ce qui m'effraie, c'est que nous n'avons, si vous voulez, si la démocratie est faible face à ces gens-là, elle disparaîtra comme régime au XXIe siècle. Et ce qui m'embête, c'est cette faiblesse que nous avons face à ces gens. Parce que, à vrai dire, Soros, si vous voyez le monde idéal qui est le sien, c'est un monde où il n'y a plus de peuple, où il n'y a que des collectivités, des minorités, et où qui gouverne à la fin? Lui et les siens. Parce que vous savez, un peuple, ça résiste à l'oppression. Mais une collection de gens, moi je suis plutôt LGBT, moi je suis ci, moi je suis ça, ça résiste à rien, ça.
Et donc, ça plie. Et ça plie face à des gens comme Soros. En réalité, il veut tout simplement diviser pour régner. L'histoire du monde est pleine de gens comme ça qui ont cru, parce qu'ils avaient trop d'argent, que le monde était dans leurs mains. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce vieux film de Brian De Palma qui s'appelle Scarface, avec Al Pacino. Et Scarface est un voyou. En réalité, c'est un voyou qui fait le commerce de la drogue et dont la devise est The world is yours. Le monde est à toi. Et il pense vraiment que le monde va être à lui. Et puis à la fin, la chute est terrible. Vous avez des tas de gens qui ont gagné trop d'argent pour leurs biens. Et ils ont eu la chance que des gens les arrêtent. Je pense que le meilleur service à rendre à George Soros, c'est de l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Parce que cet homme n'a été mandaté par personne pour se mêler des affaires du monde. En Europe, le socialisme prévaut. Il y en a un homme politique européen qui a dit « Aujourd'hui, nous avons une combinaison qui associe démocratie, état de droit et état-providence. » Et je dirais que la vaste majorité des Européens y sont attachés. Si les conservateurs britanniques osaient toucher au système de sécurité sociale, ils finiraient par être décapités. Est-ce que c'est vraiment ça? Bah, si vous voulez, là encore, il faut bien voir que déjà, l'Europe, d'un point de vue de pensée, ça n'existe pas. Vous avez différentes visions. La vision britannique, c'est de préférer l'État légal, le rule of law. Voyez. Les États scandinaves sont très socialisés. La France est un peu entre les deux. En réalité, je pense que plus que le socialisme, ce qui règne en Europe, c'est une forme de capitalisme soviétisé. Je m'explique. En Europe, vous n'avez plus un seul prix de marché. Les bourses sont subventionnées par les banques centrales. Ça, c'est pas du communisme de subventionner la bourse. C'est juste que... Mais c'est pas du capitalisme non plus, voyez. C'est une sorte de système hybride qui mène à la technocratie européenne. C'est-à-dire quelque chose qui, en réalité, vend une partie de l'État-providence à la découpe, mais de l'autre côté contrôle les populations, qui d'un côté détruit l'État légal, entre autres en mettant en avant les minorités, mais se planque derrière la Cour de justice de l'Union européenne, et fait mine d'être démocratique, alors que c'est en Europe qu'on a annulé des référendums. Rappelez-vous, les référendums français et hollandais. La moitié des despotes de ce monde n'ont pas fait ça. On peut ne pas aimer Vladimir Poutine, mais Vladimir Poutine n'a jamais annulé de référendum, lui. C'est l'Europe qui l'a fait. Contre la France et la Hollande. On n'est pas dans un pays perdu au milieu de l'océan. Voyez? Et ça, cette dictature technocratique est la vraie marque pour moi de ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Et c'est en réalité, rappelez-vous de comment s'appelait-il, ce dissident soviétique, Vladimir Bukovski, je crois, qui a écrit l'Union européenne, une nouvelle URSS, une nouvelle URSS. Eh bien, c'est très vrai. Il y a des points communs terribles entre l'ancienne Union soviétique, d'un point de vue de structure, et la structure européenne. C'est très vrai. Moi, j'ai été 5 ans au Parlement européen, je peux vous le dire. Hein. Et comment vous pensez de l'accord qui est conclu entre Europe-Chine sur l'investissement?
Alors, je pense que tout simplement, les Allemands qui veulent être les agents commerciaux de la Chine en Europe ont vendu toutes les économies européennes à la Chine en échange de cet accord. Voilà ce que je pense. Et je pense que le vrai ennemi de tous les peuples européens, c'est Berlin, pour avoir fait cet acte de trahison. Et je pense que cet accord, aussi bien pour la France que pour la Chine, devra être, si la France retrouve sa liberté, cet accord devra être annulé. Pour nous, les autres feront ce qu'ils veulent. Mais pour nous, c'est niet. Parce qu'il faut commercer avec la Chine, mais il faut commercer avec des conditions équilibrées. Et je pense qu'il faut viser le juste échange avec la Chine. Pour nous et pour elle. Et ne pas faire ce que les eurocrates ont fait, c'est-à-dire de baisser leurs pantalons pour faire à tout prix un accord de libre-échange. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est, je pense que c'est la méthode commerciale qu'avait fait Donald Trump et beaucoup plus bénéfique sur le long terme. Et je vais vous le dire, y compris pour les Chinois. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si la Chine pille ses clients, comme elle est en train de le faire, eh bien à la fin, elle n'aura plus de clients solvables. Vous voyez? Et à la fin, les pays se refermeront parce que personne ne peut se laisser piller. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si nous faisons un échange équilibré, nous commercerons longtemps ensemble. Et au cours de l'histoire, l'extrême gauche a changé plusieurs noms, a utilisé plusieurs noms différents. Tout à fait. Par exemple, libéraux et progressistes. Bien sûr. Et est-ce que vous avez constaté que le terme social-libéralisme et le progressisme est devenu un standard du politiquement correct? Ah bah aujourd'hui, c'est très drôle parce que le progressisme dans la tradition française, c'était pas ça. C'était de croire que l'homme peut prendre son destin en main pour le mieux. C'était ça l'inclinaison au progrès dans la pensée française. Or aujourd'hui, se nomment progressistes des gens qui sont sectaires, qui font régner une terreur sémantique, c'est-à-dire qu'en France, tout le monde a peur de prononcer certains mots. Et ça, ce n'était pas ce que faisait le progrès. Ça, c'était ce que faisaient les groupes sectaires, les groupes violents. Donc, maintenant, le progressisme, c'est la ségrégation. Régis Debray, très immense penseur français, le disait très bien. Avant de ne parler que d'un homme pour ses goûts sexuels ou pour ses origines ethniques, c'était un fait d'extrême droite. Maintenant, c'est un fait d'extrême gauche. Moi, je suis désolé. Si la ségrégation est le but de cette gauche progressiste, ah bah alors l'apartheid, c'était bien. Parce que l'apartheid, c'était ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, quand je vois que la discrimination positive aux États-Unis, c'est de discriminer les Blancs et les Asiatiques. C'est ça la discrimination positive aux États-Unis. C'est-à-dire aux examens de mathématiques, vous donnez plus de points, alors au début de l'examen, aux Noirs et aux Latinos, vous faites partir à 0 les Blancs, comme c'est normal, parce qu'un examen, théoriquement, ça se fait de 0 à 20, et vous donnez des points de retard aux Asiatiques parce qu'ils seraient meilleurs en maths. Enfin, mais les régimes discriminatoires d'extrême droite ont commencé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est que ces gens-là ont volé la notion de progrès. Ils s'appellent progressistes alors que ce sont des décadents. Excusez-moi. Parce qu'ils aiment la société quand elle tombe. Ils aiment les comportements asociaux. Ils aiment
la destruction de leur propre pays, bon, bah, ce sont des décadents, ça a déjà existé dans l'histoire. Je crois que vous avez interrogé Henri de Lesquin, qui les appelle cosmopolites, lui. Techniquement, ce sont des décadents. Bon, ils n'ont absolument rien de progressiste, ce sont des gens qui ont des mœurs policières en termes de liberté de pensée. C'est horrible, ce sont des gens qui, au nom de la démocratie, du social, de l'ouverture, de l'inclusivité, pour parler comme eux, se comportent comme des flics. Ils ont une pensée policière. Vous les imaginez bien à Berlin-Est, sous la guerre froide, vous les imaginez dans la Stasi, vous les imaginez dans la Gestapo. À un moment, il va falloir désarmer ces milices, parce que ce sont des milices, il va falloir les désarmer. Déjà les désarmer symboliquement, les désarmer administrativement, c'est-à-dire qu'elles ne doivent plus entrer dans les corps de l'État, et si elles le cherchent vraiment, il faudra les désarmer physiquement. Parce qu'il ne faut pas laisser la concorde civique et la paix publique être menacées par ces gens. Est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle variante du communisme qui veut contrôler la pensée des gens et diriger le monde? Alors en tout cas, c'est un variant d'une tendance totalitaire. Historiquement parlant, ces gens-là sont nés dans des milieux anticommunistes, historiquement. En tout cas en France, ils ont été, le Parti communiste français a été l'un des premiers à vouloir les combattre, avant que le Parti communiste français disparaisse. Mais bon, si vous voulez, il y a eu un versant gauchisme au sein du communisme, historiquement. C'est ce qu'on appelle le stalinisme. Le stalinisme est un gauchisme à la base, ce qu'on oublie. Mais objectivement, ces gens-là viennent beaucoup plus de l'extrême gauche française, américaine et allemande des années 70. Vous savez, l'école de Francfort, la French Theory, et aujourd'hui Judith Butler, les études de genre, tous ces gens-là. Et en réalité, beaucoup plus qu'au communisme historique, moi je les rattacherais au nihilisme. C'est-à-dire, ils n'ont pas de projet de société en fait. Le communisme avait un projet de société condamnable, critiquable, auquel il fallait s'opposer, mais ils avaient un projet de société. Ces gens-là veulent juste voir la société brûler, c'est tout. Ils ont un point commun avec le communisme. Ils ont basé sur l'athéisme et l'évolutionnisme. C'est-à-dire ils remplacent la croyance de Dieu par la raison humaine. Alors, ils s'y rattachent. Ensuite, c'est pas les seuls. Les régimes rationalistes, il y en a eu beaucoup, 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 y compris des gens très bien. Vous voyez, une partie de la pensée française en est sortie du rationalisme. On n'est pas si méchant que ça. Or, le seul problème, c'est que ces gens-là viennent de plusieurs traditions intellectuelles, parce que, si vous voulez, pour qu'une société veuille perdurer, vous avez plusieurs ferments. Vous avez le ferment religieux, qui peut être important, par exemple dans le cas de la civilisation américaine. Vous avez le ferment social, ce qu'on appelle la common decency, c'est-à-dire que le peuple veuille perdurer. Vous avez le ferment familial, etc. Et donc, vous avez plusieurs ferments qui font qu'une civilisation continue, dont la religion fait partie. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ne veulent ni État, ni religion, ni famille. Ils veulent même plus d'individus. En réalité, ils pensent que l'être humain est une sorte d'être qui peut tout changer de lui-même par la volonté. Ce faisant, il s'apparente aux fascistes, mais uniquement pas dans la sphère sociale, parce que pour eux, le social n'existe pas, la politique n'existe pas. Mais en réalité, ils pensent que l'être humain doit se réécrire. Vous savez, comme une page qu'on efface ou qu'on arrache d'un livre. Vous voyez ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et
le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que un individu n'est pas une page blanche. Nous avons une histoire, nous sommes nés de quelqu'un, nous avons des parents, nous avons une langue pour nous exprimer, nous sommes nés quelque part. C'est important de naître quelque part. Et tout ça, tous ces gens-là font fi de tout ça, comme si l'être humain était, vous savez, comme un robot dont on efface la mémoire, comme un ordinateur dont on efface la mémoire, et qu'on reboot. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est terrifiant. Parce qu'en fait, pour eux, il n'y a ni passé, ni futur. Et ça, c'est... Ils se rendent pas compte que l'être humain a besoin de croire en quelque chose. Ça peut être Dieu, ça peut être le pays, ça peut être des tas de choses. Mais l'être humain a besoin de se raccrocher à quelqu'un et à quelque chose. Et de vouloir effacer ça, c'est ce qui fait d'eux des gens qui entendent vraiment détruire une part de la nature humaine. Je suis sûr qu'ils s'en rendent pas compte pour la plupart. Mais ça, c'est indifférent, vous voyez. Parce que quand vous... Peu importe, là encore, que vous ayez de bonnes intentions, vouloir prendre l'être humain, lui arracher ce à quoi il croit et ce qui le stabilise émotionnellement, est un crime. Et malheureusement, ça, vous avez raison, ils l'ont en commun avec tous les régimes totalitaires du XXe siècle. Cette volonté d'arracher l'individu à son humanité pour le réécrire. Et ça, c'est terrible. Voilà. Pardon. Et du coup, avec justement le libéralisme et le progressisme qui dominent notre société, est-ce que la France, un pays d'origine chrétienne, maintenant, on peut toujours dire que c'est un pays chrétien? Alors, si on suit la croyance et la pratique religieuse, non. Par contre, il y a quelque chose, et ça s'est vu, vous vous rappelez quand Notre-Dame a brûlé. La France a retenu son souffle. C'est que, si vous voulez, les Français sont loin de l'Église, mais plus près de la foi qu'ils veulent bien le dire. Tout simplement parce que, prenez l'exemple de Notre-Dame. Moi, je me rappelle, tous les Français se rappellent où ils étaient quand Notre-Dame a brûlé. C'est drôle, hein? Parce que pour nous, c'est plus encore que de la pierre. Nous sommes chrétiens au sens où la culture française ne peut pas s'appréhender sans le référent catholique. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, d'avoir les mystères de la foi ou pas, peu importe. Ce qui compte quand on est français, c'est de ne pas oublier que parmi les plus grands français, il y a eu les bâtisseurs de cathédrales. Parce que si vous voulez lire un grand écrivain français comme Claudel, vous aurez du mal à le lire si vous ne savez pas ce que c'est le christianisme. Même intellectuellement, je ne vous parle pas de le ressentir. Donc de toute façon, la France n'est pas que chrétienne. La France est une très vieille nation, vous savez. Mais c'est une des parts de son identité. Et le nier, c'est le nier la France elle-même. Vous voyez? Donc, ça, si la culture française survit, la part catholique de la culture française survivra avec elle. Et l'État-providence devient un phénomène généralisé. Quel que soit la partie ou le pays, il n'y a pas vraiment la différence. Pour quelqu'un, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a vécu dans les pays communistes, je me suis dit, la France, c'est ça le vrai communisme. La protection sociale, les protections, tout type de protection. Mais je peux le comprendre. Oui. Et par contre, avec, comment dire, avec
un État ou un gouvernement de pouvoir de l'État devient de plus en plus puissant, notre liberté perd, comme qui se passe en Chine. Est-ce qu'en France, les Français ont en train de perdre progressivement de leur liberté? Alors, en réalité, le problème en France est double. C'est que la France pense les services publics depuis l'époque monarchique. C'est simple, hein, les premiers services publics, c'était les dispensaires, ce qui deviendra nos hôpitaux, dès l'époque des rois. Parce que, si vous voulez, le peuple français, c'est sa manière d'être un peuple communautaire, si vous voulez. C'est-à-dire que la communauté paye pour que chacun ait accès à certaines choses. Jusqu'aux années 60, ça allait avec un régime de liberté très élevé. Je vais vous donner un exemple. Sous le général de Gaulle, les Français avaient le droit de port d'armes. Enfin, les Français, attention, pouvaient avoir accès aux armes. Ils avaient perdu le droit de ce qu'on appelle le droit de port d'armes citoyen au début des années 30. Mais si vous voulez, jusqu'en 1930, les Français avaient un droit de port d'armes citoyen. Dans les années 60, ils avaient encore accès aux armes. On payait relativement peu d'impôts en France à cette époque, vous voyez. Et vous aviez une liberté d'expression totale. Totale. Vous pouviez dire ce que vous voulez, sauf atteinte aux biens fondamentaux de la nation, mais ça c'est normal. Même les États-Unis, avec le premier amendement, vous n'avez pas le droit de toucher aux intérêts fondamentaux des États-Unis pour autant. Bon. Ce qui a été fait depuis, et je comprends tout à fait que vous ayez ce sentiment-là, parce que vous voyez deux choses que vous avez vues dans les régimes communistes et qui y étaient liées. Vous avez le contrôle social et l'État-providence. Et donc pour vous, ça va, les deux vont ensemble. C'est normal. Alors que pour nous, c'est deux choses qui sont venues différemment. Nous, on a eu l'État-providence d'un côté et d'un seul coup, on a eu le contrôle social. Et le contrôle social pour nous, je vais vous donner un exemple, ça a été ceux qui ont commencé à liquider l'État-providence en France, qui ont fait voter les lois contre les libertés d'expression en même temps. C'est Giscard d'Estaing. C'est les lois, c'est la fin de Pompidou, le début de Giscard. C'est ensuite Mitterrand, donc c'est les lois Pleven, Guesso, Taubira, Lelouch et Perbenne II. Vous voyez, la France a 5 lois contre la liberté d'expression. Une seule suffisait pas. On a 5. Et c'est les mêmes gens qui ont affaibli l'État en tant qu'État-providence qui les ont votés. Donc si vous voulez, la France, vous avez de moins en moins de biens collectifs, mais vous avez ce qu'on appelle un traitement social du chômage, c'est-à-dire que vous avez quand même des protections pour maintenir les populations calmes, et de l'autre côté, vous avez la liberté qui s'évanouit sous les coups de l'oligarchie française et surtout de la technostructure xénocratique, c'est-à-dire de Bruxelles. Parce qu'aujourd'hui, le problème premier de la liberté en France, c'est que les Français peuvent voter ce qu'ils veulent, c'est pas eux qui gouvernent. Voilà. Et si vous voulez, et d'un côté, je vous dirais, pardonnez-moi Ying, vous avez vécu dans le communisme chinois, on est d'accord. Eh bien, je vous dirais qu'il y a un aspect qui est pire à Bruxelles que ce qu'il y a en Chine. Je ne veux pas vous choquer. Hein. Ça me choque déjà. Mais je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que en Chine, le Parti communiste chinois doit être extrêmement critiquable. Je n'en disconviens absolument pas. Mais vous êtes au moins gouverné par des Chinois. Ils sont communistes, d'accord, mais ils sont chinois quand même. Moi, je suis gouverné par des gens qui n'appartiennent même pas à ma propre nation. C'est-à-dire, en plus d'être privé de liberté, je suis occupé, moi. Parce que moi, je suis gouverné par... une femme qui s'appelle Ursula, qui est allemande, qui sert les intérêts de l'Allemagne impériale et qui enverra mon peuple à la mort si nécessaire. Et que d'un certain côté,
Moi, ce sont des gens qui se sont prétendus libéraux, ce que le général de Gaulle n'était pas. Hein. Le général de Gaulle n'était pas un libéral. Et ben pourtant, c'était sous lui qu'il y avait le plus de liberté. Moi, ce sont des gens qui se sont prétendus libéraux, qui ont détruit ma liberté. Qui ont détruit ma liberté d'expression, ma liberté de défense, qui ont mis fin, qui ont fait un système fiscal délirant en France, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est justement, c'est caché, c'est le face caché, utiliser les noms, jolis noms, pour se tromper les gens. Ah bah ça, si vous voulez, c'est une des... vous savez, il y avait une vieille blague soviétique qui disait... Savez-vous quelle est la différence entre la propagande à l'ouest et la propagande à l'est? À l'ouest, ils y croient. Et c'est très vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, la démocratie est en train de s'éteindre en Occident. Et ça, c'est terrible. Parce que si elle s'éteint ici, je crains qu'elle ne réapparaisse pas ailleurs. Je le crains. Mais aujourd'hui, le pire ennemi de l'Occident, c'est l'Occident lui-même. C'est une partie de l'Occident qui est en train d'en détruire une autre. Et pour la dictature justement numérique, les GAFA, comment dire, c'est-à-dire nous, on leur fait confiance, on a donné toutes nos données personnelles. Et eux, ils utilisaient tout ça comme un pouvoir. Totalement. Ouais. Totalement. Comment vous voyez l'avenir de nos avenirs, Alors, c'est assez simple. Soit nous ramenons ces gens-là sur le plancher des vaches. C'est-à-dire que on leur fait comprendre, là encore, moi j'en veux pas à Zuckerberg ou au patron de Twitter, là, l'espèce de hipster, là, je leur en veux pas. Il y a eu des tas de gens qui dans l'histoire ont cru qu'ils étaient plus forts que tout le monde. Des compagnies de pirates, la compagnie des Indes orientales, tous ces gens-là. Bah, tous ces gens-là, à la fin, les États les ont pris, leur ont dit la démocratie, ça se respecte, et les ont écrasés. C'est terrible. Mais objectivement, regardez, nous sommes français. À quelques centaines de kilomètres de là où vous êtes et de là où je suis, il y a la frontière italienne. Nos amis italiens vivent depuis 2 siècles avec une entité qui entend être plus forte que l'État, qui s'appelle la mafia. Bon. Ben, la mafia se fait de temps en temps écraser. Donc, si vous voulez, ce qui est dans la tête des patrons de GAFAM, c'est la même chose que ce qu'il y avait dans la tête de Totorina ou d'autres mafieux du même type. Je suis plus fort que vous. La preuve, j'ai censuré le président des États-Unis en exercice. Ça, ils ont pu le faire parce qu'une partie de l'État américain a trahi la légitimité américaine. On met de côté Trump. On peut penser ce qu'on veut de Trump. Il était président des États-Unis. Et on n'a pas à couper la liberté d'expression du président élu légitime des États-Unis. C'est un acte de guerre, ça. Or, le meilleur moyen de ramener ces gens-là à la raison, c'est d'abord de leur intimer par tout ce qui est les lois antitrust de se diviser et de redonner la pleine propriété à l'individu de ses données personnelles et de refonder l'économie de la donnée sur le fait que l'individu a le droit de louer ses données, il ne peut jamais les donner. Il les loue contre argent, parce qu'il est anormal qu'on utilise votre nom et le mien auprès d'entreprises qui nous font de la publicité contre de l'argent. C'est quoi ça? Je leur ai rien demandé et vous non plus. Donc, c'est à l'individu de toucher l'argent lié à ses données. C'est normal. Bon. Pas tout l'argent, mais une partie en tout cas. Et surtout de dire je veux pas. Il faut respecter cette volonté-là. Et nous devrons forcer ces compagnies à le faire, sinon, eh bien, nous allons vers quelque chose que l'économiste français Cédric Durand a très bien nommé, qui s'appelle le techno-féodalisme. C'est-à-dire
de voir de voir les GAFAM devenir comme des anciens seigneurs de guerre. Et là, c'est la fin de la démocratie. Et ça, c'est hors de question. Et si ces gens-là, peu importe là encore leurs intentions, leur poids, leur manière de faire, fait qu'ils menacent la démocratie aujourd'hui. Et donc, il va falloir légiférer. Après tout, parce qu'on peut me dire, oui, mais les GAFAM, elles vous attendent, elles sont plus fortes que les États. Ah bon? Je ne les ai pas vus si forts que ça en face du Parti communiste chinois. Je ne les ai pas vus si forts que ça. Je ne les ai pas vus si forts que ça face à Vladimir Poutine. Non. Ils sont forts parce que personne ne les arrête ici. Mais vous savez, il y a des gens qui ne s'arrêtent que quand quelqu'un les arrête. C'est là où on voit la force de quelqu'un. Quand quelque chose vous résiste. Pour l'instant, personne ne résiste à Zuckerberg. Personne. On verra ce qu'il a dans le ventre quand quelqu'un lui résistera. Parce que moi, je les ai vus en face du Parti communiste chinois. Ils ont été beaucoup moins arrogants. Voilà. Alors, est-ce qu'il faudra les traiter comme le PC central les traite? Je ne le souhaite pas. Mais je vous l'ai dit, si la démocratie est faible, elle disparaîtra en ce siècle. Et moi, je préfère des démocraties fortes plutôt que des États autoritaires, ou pire, des compagnies privées autoritaires, ce que sont les GAFAM. Et Trump a dit, on ne vénère pas le gouvernement, on vénère Dieu. C'est tout à fait normal dans la pensée américaine. Et c'est sain qu'un peuple ne vénère pas son gouvernement. Après, les peuples peuvent vénérer beaucoup de choses. Ils peuvent vénérer leur histoire, ils peuvent vénérer leurs ancêtres, ils peuvent vénérer leur Dieu. C'est sain. Par contre, et c'est l'un des grands problèmes, entre autres, de création de chimères comme l'Union européenne, c'est qu'on en vient à créer des religions de substitution qui ne devraient pas vivre. Si vous voulez, quand je vois des européistes aujourd'hui, ce sont des fanatiques. Et le pire, des fanatiques d'une religion morte. C'est d'autant plus triste. Est-ce que vous pensez c'est en retournant vers la tradition, vers la vertu, que l'humanité peut peut-être avoir une chance de s'en sortir? À titre personnel, moi, je juge un régime politique sur le type d'homme qu'il crée. Depuis notre plus grande tradition, qui pour nous est la Grèce antique, 2500 ans d'ici, nous sommes arrivés à créer des hommes vertueux. Ça a été la force extraordinaire des civilisations grecques, romaines, celtes, françaises, anglaises, américaines, etc. Espagnoles, italiennes. Depuis une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, nous créons des hommes de moins en moins vertueux. Si l'Occident n'arrive pas à se retourner sur lui-même, à redevenir son propre monde, pour refaire des hommes de valeur, alors l'Occident disparaîtra. Et malheureusement, nous créons des types humains ignobles. C'est un fait. Nous créons des hommes qui ne veulent même plus se battre pour leurs femmes et leurs enfants. C'est ignoble. Une civilisation qui, regardez, ça a dû particulièrement vous choquer ces derniers mois. Tous ces scandales de pédophilie, par exemple. On prend ça. Une civilisation qui ne protège plus ses enfants est une civilisation qui meurt et qui mérite de mourir. Et pour protéger la liberté, il faut une vertu de force. Mais aujourd'hui, nous criminalisons la force. Mais c'est comme ça que nous avons fait des hommes vertueux depuis des siècles. Et qu'il faudra en refaire encore. Sinon, eh bien l'Occident sera un souvenir. Personne ne prendra cette décision à notre place. Voilà. Avant de conclure notre interview, et quel est votre message pour les gens qui sont totalement désespérés de notre monde?
être et perdurer. Vous savez, la vie, c'est de vouloir résister. La vie est une résistance perpétuelle. Vous savez, quelqu'un qui veut ne plus vivre, il s'allonge au bord d'un chemin, il ne boit pas pendant 3 jours, la déshydratation le tuera. Il n'y a pas de problème. Vivre, c'est résister. Résister perpétuellement à ce qu'est la mort. Et l'avantage du jeu humain, c'est que la roue tourne toujours. Et qu'il ne faut pas s'absenter de la table pour jouer. On a toujours une occasion de jouer. Nous avons, et surtout, ce que je dis aux gens qui veulent lâcher la rampe, et je le comprends, particulièrement moi en tant que Français, nous vivons, vous et moi, dans le premier pays de dépressif au monde. C'est-à-dire, c'est en France, ou par tête d'habitant, où les gens se rendent le plus compte que ça va pas. Eh bien, ce que je leur dis, c'est il y a toujours une raison de se battre. Moi, c'est mes enfants. Voilà, c'est à un moment le plus beau symbole de confiance en l'avenir, en son pays et en sa civilisation qu'on peut faire, c'est de faire des enfants. C'est le plus beau symbole de confiance qu'on peut y donner, et rien ne vaut de s'accrocher, rien n'est au-dessus que de s'accrocher à ça. Okay. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci à vous. J'espère à une prochaine fois.